Bonjour à tous, je suis Céline Baron, je suis sophrologue certifiée, psychopraticienne certifiée, coach en suppression des croyances limitantes. Je suis installée sur Vichy depuis presque 8 ans et je suis à mon compte depuis 1999, également dans les techniques de communication relationnelle. Je suis aussi auteure d'un bon nombre de livres, mais je ne vous parle que des derniers. Voyage en self-love, que vous trouvez ici à mon cabinet, qui est un guide de développement personnel pour tout le monde, qui est très détaillé, très complet. Vous voyez, il y a un certain nombre de pages et qui va vous aider lorsque vous venez ici en thérapie, peut-être à la fin, à retrouver vraiment certaines techniques. En même temps, il est conçu de façon également, il y a un fil autobiographique où je raconte ma vie de lycéenne harcelée jusqu'à journaliste, puis coach, etc. Et bien entendu, il y a toujours des leçons à tirer de tout ça, des leçons de bon sens, des leçons de développement personnel. On va essayer de comprendre ensemble dans ce livre ce que c'est que le conscient, l'inconscient, les croyances limitantes, comment s'aimer, qu'est-ce que vraiment l'amour de soi, etc. Voilà, Voyage en self-love. Je suis également l'auteur de ce livre qui s'appelle Là où là-haut tu m'aimes, si vous le voyez, s'il brille pas trop, Là où là-haut tu m'aimes, sur les rêves de visitation de nos défunts. Vous savez, ces rêves que vous faites peu de temps, mais ça peut être jusqu'à 20 ans après, mais en tout cas dans un laps de temps après le décès de l'être cher, il vient vous voir, il vous communique souvent un message d'amour très profond, tout ça paraît très réel et quand vous vous réveillez, vous avez la certitude d'avoir revu votre défunt, d'avoir pu lui dire au revoir et souvent ça vous projette vraiment dans l'avenir et vous êtes apaisé, rassuré et ces rêves-là sont profondément thérapeutiques. Donc j'en parle, je parle de ceux que j'ai pu faire et aussi de certains rêves qu'on m'a racontés ici à mon cabinet. Là où là-haut tu m'aimes, vous le trouvez en Kindle sur Amazon ou ici à mon cabinet. Et chez mon éditeur Chloé Délices, l'été Gigi, vraiment un bel été un bel été, un beau livre sur un été inoubliable. Donc c'est bien de le lire justement pour l'été. Un été dans les années 90 où des jeunes gens vont se rencontrer dans une petite ville de la Marne et très vite vont créer comme ça un trio ravageur. On va les voir un petit peu partout dans cette petite ville. Et bien entendu, cet été-là va changer le destin de chacun. Et c'est une réflexion profonde sur les amours de jeunesse, sur comment ils peuvent nous façonner, nous influencer, influencer nos choix, nos destins. Voilà pour les livres. J'ai un prochain livre qui paraîtra prochainement, une publication de mon cabinet qui s'appelle Posture de pouvoir pour femmes sensibles, leçon des déesses de l'Inde, mais je vous en reparlerai. Voilà, aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet. Alors, vous êtes nombreuses, surtout des filles, des femmes, des jeunes femmes, surtout des jeunes femmes, à m'écrire, à me poser des questions. Alors, vous savez, vous êtes toutes différentes personnes, nées identiques. On ne peut pas vraiment copier-coller euh, une, voilà, une relation, sa problématique, ses solutions. On ne peut pas copier-coller ça de l'une à l'autre, bien entendu. C'est toujours très personnel et il y a énormément de critères dans une relation qui entrent en ligne de compte. Et j'ai une jeune fille qui m'a écrit pour me raconter la relation qu'elle vivait. Et oui, c'est une relation, elle le dit elle-même, alors elle a, je crois qu'elle a 23-24 ans. C'est une relation qui débute mal parce qu'elle est tombée sur quelqu'un qui est contrôlant. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la vie a une date de péremption. Vous savez, c'est comme les aliments qui ont cette date de péremption. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on va avancer en âge, on va peut-être avoir des pathologies, avoir des problèmes. euh, et on peut s'éviter et gagner du temps si on s'évite des relations toxiques, on en a beaucoup parlé, mais également des relations contrôlantes qui vont nous influencer, toujours dans le mauvais chemin, bien sûr,
Il n'y a pas de relation contrôlante qui vous place dans votre chemin de mission de vie, dans votre soi profond. Ça n'existe pas en réalité. Et je réponds à cette jeune fille qui s'appelle Magali. Euh, En réalité, vous avez votre libre arbitre. Et ce libre arbitre vous appartient, c'est le cadeau de votre vie, c'est le plus beau cadeau d'une vie à des pays où les femmes n'ont pas leur libre arbitre, on le sait, on le voit. Et donc le libre arbitre, eh bien oui, c'est votre cadeau, c'est le cadeau de votre vie. Et dès lors que vous allez laisser quelqu'un avoir la main mise sur ce libre arbitre, eh bien vous allez perdre déjà du pouvoir, de la souveraineté, et puis vous allez perdre aussi une forme d'authenticité. Et en fait, vous remettez la clé de votre bonheur, la clé de vos rêves et de vos désirs dans la poche de quelqu'un d'autre. Donc, vous ne contrôlez plus votre vie, vous n'êtes plus derrière le gouvernail et c'est quelqu'un d'autre. Vous savez, à partir du moment où vous laissez l'autre prendre le volant, c'est comme en sortant de soirée par exemple, vous laissez quelqu'un d'autre conduire votre voiture. Bien entendu, si vous n'avez pas bu, si vous êtes sobre, je précise, il y a toujours un risque. Hein. Vous savez, les accidents souvent arrivent quand on prête sa voiture, quand on prête sa moto, quand on part sur la moto de quelqu'un, etc. J'ai vu beaucoup de jeunes, et notamment quand j'habitais dans un petit village, avoir de graves accidents et parfois même se tuer parce qu'ils avaient fait confiance à quelqu'un et ils n'auraient pas dû. Eh bien, j'ai envie de dire que votre vie, votre libre arbitre, jeune fille, c'est la même chose. Donc, pour en revenir au cas de Magali, cette relation débute mal, il est contrôlant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas forcément quelqu'un de toxique pour tout le monde. Il peut être très aidant avec sa famille, être très apprécié de ses proches, etc. et être contrôlant avec vous. Vous, sa petite amie ou la fille qu'il envisage, c'est possible, on a vu ça aussi. Son but va être toujours de vous modeler à son image et d'effacer vos belles particularités. On a tous des particularités et ma foi, c'est notre choix de... Si on doit se défaire de certaines particularités, j'ai envie de dire, c'est notre choix à nous. Donc, si quelqu'un... moi, j'ai eu le cas, par exemple, il y a des années, j'ai vu quelqu'un comme ça, une jeune femme qui zozotait. Donc, il y avait, comme on dit, un cheveu sur la langue. Et elle était connue comme ça, elle n'avait nullement envie de se débarrasser de cette particularité. Et elle était avec un compagnon qui lui disait qu'elle était ridicule, qu'il fallait que ça s'arrête, qu'il fallait qu'elle aille voir quelqu'un. Et elle, ses amis la connaissaient comme ça, elle était comme ça, elle n'avait pas du tout envie à 21 ou 22 ans d'aller voir quelqu'un pour corriger ce zozotement. Finalement, cette personne a pris confiance en elle et ce cheveu sur la langue s'est complètement volatilisé lorsqu'elle s'est mise à travailler en entreprise. Donc, c'est elle, en fait, inconsciemment, de façon inconsciente, quand elle a pris sa place, qui a décidé de laisser tomber cette particularité. Mais c'est elle qui a décidé. C'est pas son copain qui l'a forcée à aller voir quelqu'un, etc. Donc, vous avez des belles particularités. On en a tous. Par exemple, j'ai des particularités. Depuis toute petite, je suis dans le milieu artistique. Je dessine depuis mes 3-4 ans, comme beaucoup ont commencé à dessiner. Beaucoup d'enfants dessinent à la maternelle et puis continuent ou pas. Il y en a qui se passionnent pour ça et d'autres non. Et moi, c'était le cas. Je me suis passionnée. Voilà, j'ai fait à un moment donné, après la communication, j'ai fait une école d'art en cours du soir à l'ESDI à Paris et c'était très important pour moi de trouver mon style, même si ça a été long, c'est peut-être le parcours d'une vie de trouver son style dans le dessin ou dans l'illustration, mais j'ai toujours aimé à la fois dessiner, sculpter, composer et écrire. Et mon mari voit ça comme des dons à exploiter, que je dois exploiter
avec lesquels je dois du moins me faire plaisir, même si j'expose pas tous les 4 matins, même si je ne suis pas en train de vendre mes dessins tous les 4 matins ou sur des salons du livre en permanence. Je le fais de temps en temps parce que bon, le but c'est aussi le partage, mais à la base, mon mari me dit du moment que toi ça te fait plaisir et que tu peux t'exprimer, que tu es toi, puisque c'est comme ça que tu as été créé avec cette envie de composer, d'écrire, de chanter, de dessiner, de sculpter, eh bien fais-le. Et quand je pense à des compagnons, elle n'en a pas eu beaucoup, mais au moins à un compagnon précédent, ou à deux, même peut-être un, qui ne voulait absolument pas que je m'exprime, que je fasse de l'art. Il disait les artistes, ce sont des gens instables. Il disait, il avait vraiment des préjugés sur les artistes, sur les gens qui faisaient de l'art. Et dans sa famille, on n'était pas artiste, donc il fallait pas que je fasse ça. On n'était pas mariés, on n'était même pas fiancés, mais déjà, je devais laisser de côté mon carton à dessin, mes peintures, mon piano, etc., pour lui faire plaisir. En quel honneur, de son côté, est-ce qu'il faisait des concessions, des sacrifices? Non. Donc, vous savez, vous avez des particularités. Si vous les laissez tomber, si vous laissez l'autre vous dire, voilà, je ne veux plus que tu fasses ci, je ne veux plus que tu aies telle activité, déjà, ça commence très mal. Donc, cette personne-là me disait, tu ferais mieux de travailler, puisqu'à l'époque, je cherchais un emploi, j'étais toute jeune. Il me disait, tu ferais mieux d'être encore à un entretien d'embauche plutôt que d'être en train de dessiner. Il se fichait totalement du fait que j'ai peut-être pu faire déjà 5 ou 6 entretiens dans la journée et que quand je rentrais à la maison, simplement, j'avais besoin de m'exprimer, de me détendre et que je prenais les pinceaux. Ça n'allait pas. Ensuite, pareil, quand j'ai commencé à chanter, à entrer en studio, eh bien, il ne voulait pas. Il ne voulait pas que je me mette en avant, il ne voulait pas que je fréquente des gens, il ne voulait pas que j'entre à la SACEM et il me reprochait, comment dire, de lui ôter une part de lumière, donc vous voyez un peu l'ego, parce que je disais à nos amis, je suis entrée à la SACEM ou je vais rentrer à la SACEM, etc. Donc vous avez des particularités, la personne en face n'en veut pas, vous prie de vite les abandonner. Il surveille vos faits et gestes. Et pour revenir aux particularités, je vais faire une parenthèse. J'ai beaucoup de clientes qui m'expliquent, qui viennent, des fois, qui ont des problèmes de poids, qui ont pris énormément de poids dans une relation. C'est-à-dire qu'elles sont arrivées avec un homme, elles pesaient 50 kilos, elles sortent de la relation, elles en font 75, 80. Et elles me disent vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne. J'ai commencé, alors le fait d'être en couple peut-être, à deux, sans enfants, on va peut-être se faire des petits repas dans la télé, je ne sais. Mais elles me disent, je ne sais pas comment c'est arrivé, c'est pas moi. Moi, je suis comme ça. Je suis par exemple blonde, aux cheveux longs, aux brunes, aux cheveux longs. Je pèse 50 kilos. Je ne suis pas une petite rouquine aux cheveux courts qui pèse 75 ou 80 kilos. Donc, moi, j'ai rien, absolument rien contre les gens qui ont de l'embonpoint. Je sais à quel point ça peut être compliqué de répondre. Et d'ailleurs, il faut vouloir répondre à des critères. Moi, j'ai pas du tout envie de répondre à des critères, par exemple, au niveau de la taille, du poids, du style, etc. J'essaye d'être moi-même, mais je sais qu'il y a des gens qui veulent correspondre à certains critères de cette société et que c'est très dur pour eux et que ça peut être une réelle souffrance. En même temps, tout ce qui est lié à la nourriture, c'est également affectif. Mais je dis souvent à mes clientes, mais vous me dites que votre idéal et que d'habitude vous êtes comme ça, c'est, je ne sais, 50, 55 kilos, les cheveux longs, brunes. Alors pourquoi est-ce que je vous vois à 80 kilos, les cheveux très courts, presque rasés, rousses par exemple? Ah ben oui, mais c'est parce que c'est mon compagnon qui voulait que je sois comme ça. Et puis je pense que mon compagnon a voulu m'ôter une part de séduction en me faisant couper les cheveux, comme ça il savait que je ne serais pas draguée, entre guillemets, dans la rue. Donc beaucoup, après la relation, en tout cas quand elles se séparent, quand elles vont se séparer, pardon, ont tout à fait conscience de cette mainmise. On a cherché à gommer leurs particularités, parfois même leur beauté physique. Donc effectivement, ça c'est toxique et contrôlant. Vous avez aussi des amis, hein. Je cite souvent le cas de quelqu'un dans mon entourage
qui me dit à chaque fois que je la rencontre, faut absolument te couper les cheveux, faut absolument prendre 10 kilos, faut te mettre un jean, basket, etc. La personne, elle est en panique dès qu'elle me voit parce que je réponds pas à ses critères de beauté à elle. Je ne sais, vous savez, des fois, certaines personnes toxiques et contrôlantes, leur esprit, c'est une nébuleuse, hein, faut pas chercher trop à comprendre. Donc, il efface vos particularités, il surveille vos faits et vos gestes. Ah oui, alors ça peut arriver et très très souvent, il y a des hommes, on voit des hommes dans des couples qui sont finalement très libérés avec les autres femmes, qui ont plein de copines, etc. Mais par contre, leur petite amie, leur copine, leur épouse, leur concubine, elle n'a pas le droit de parler à d'autres hommes. Alors, vous voyez, même dans le cadre du travail, à quel point ça peut poser problème. Un homme qui vous dit, un homme contrôlant qui vous dit quand vous rentrez chez vous le soir, alors combien de contacts est-ce que tu as eu avec la jante masculine aujourd'hui? Alors j'ai donné un dossier à Maxime, j'ai bu un café avec Pierre, oh là là, tout ça c'est très mal. Donc vous voyez déjà, il y a un problème. S'il juge vos fréquentations, vous isole, vous empêche de côtoyer l'autre sexe, etc. Euh, je me rappelle comme ça d'un compagnon. À une époque, je travaillais à l'hôpital et je reprenais un poste. Euh, Tout de suite, le premier truc qu'il me demande, ce qui l'intéressait, c'était de savoir comment était mon collègue de travail, quoi. Je devais le décrire des pieds à la tête, etc., etc. Et ça finissait toujours, ah bah donc c'est quelqu'un qui est mieux que moi. Donc une personne qui se sent en danger en permanence et qui estime que vous êtes la cause de son tracas. Donc c'est lui visiblement qui a un problème. C'est un jaloux maladif qui n'a pas confiance en lui malgré ce qu'il peut démontrer par ailleurs. Mais vous êtes la cause de son tracas parce que vous êtes jolie, vous êtes mignonne, intelligente, je ne sais, et que vous allez travailler le matin. Donc il faut se mettre à la place de ces jeunes filles que je vois souvent qui se lèvent le matin pour aller travailler parce qu'il faut qu'elles payent la moitié d'un loyer, mais en plus on leur reproche de travailler parce qu'il y a des hommes sur leur lieu de travail. Ça se voit très souvent et bien entendu, moi j'influence jamais mes clientes, mais bon, j'essaye de leur ouvrir l'esprit avec des exercices de base sur l'estime de soi, par exemple sur le libre arbitre. Et rapidement, elles se rendent compte que c'est pas la norme, quoi. Que elles vont travailler. Bon, bah, ça serait sympa de les remercier plutôt que de leur faire des scènes le soir. Ils surveillent vos faits et gestes, jugent vos fréquentations, ne veut pas que vous côtoyiez certaines personnes. J'ai eu il y a longtemps comme ça un ami qui me disait ta meilleure amie est trop grosse. Alors bon, en plus je vous raconte pas ce qui... Voilà, c'était 60 kilos pour 1,60 m, ça y est, c'était trop grosse quoi. Donc vous voyez un peu les critères. Elle est trop grosse, elle mange beaucoup, elle rigole beaucoup, elle aime manger des bonbons. Tu ne devrais pas te laisser influencer par cette fille. Je ne veux pas que tu la fréquentes. Enfin, tu fais ce que tu veux, mais si j'étais toi, je la fréquenterais pas. Voilà. Juge vos fréquentations. Une fois, j'ai une mission. Dans le cadre de mon travail de coaching, je récupère une mission dans une PME. Alors, je devais avoir, je sais pas, je devais avoir 32, 33 ans. Euh, donc, je travaille dans une PME avec des gens qui ont 60 ans et plus. Et donc, on fait un restaurant, là, un des premiers soirs de ma mission dans Paris, on fait un restaurant tous ensemble. Et c'était vraiment, il y avait c'était des gens qui se connaissaient depuis longtemps, qui avaient monté la boîte ensemble. Et il y avait vraiment une super ambiance. Et donc, bah, le patron, donc, enfin, le dirigeant me présente tout de suite comme la personne qui a la solution à un problème de communication. Et bon, ça s'est vraiment très très bien déroulé cette mission. Et là, j'ai mon copain de l'époque, avec qui ça n'a vraiment pas duré longtemps, hein, 5 ou 6 mois, hein, c'était chacun chez soi, hein, heureusement, qui dit: «Ah, mais tu te rends compte, tu fréquentes des gens d'un certain âge, c'est pas bon pour toi, tu vas être mal vu, c'est pas bon pour ton dynamisme, c'est pas bon pour ton mental, tu risques d'être déconnecté de la jeunesse, etc.»
c'est une mission de 3 mois, hein, c'était pas non plus... voilà, donc je rentrais pas à l'EHPAD pour une mission de 6 ans non plus, hein. Voilà, donc tout de suite du jugement, tu devrais pas, si j'étais toi. Encore une fois, l'exemple de quelqu'un peut-être jaloux que j'ai cette mission qui paye bien, allez savoir, comme lui se galérait pas mal, peut-être que le problème, le nœud du problème était plutôt là. Vous culpabilise, te culpabilise lorsque tu veux être toi, donc lorsque tu es toi-même, ou lorsque tu veux être indépendante. Alors, dans mon livre Voyage en self-love, il y a nombre d'exemples de ce type qui sont décortiqués, analysés pour vous faire comprendre vraiment la façon dont ces gens-là agissent. Hein. En fait, te culpabilise lorsque tu veux être toi, eh bien, des réflexions physiques, des réflexions de poids, des réflexions sur vos centres d'intérêt. Donc, par exemple, à 27 ans, je suis retournée à la fac de Strasbourg pour faire une licence de théologie. Euh, donc, eh bien, un petit peu plus tard, donc quand j'ai terminé mon cursus, cette personne me dit oui, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi tu es passionnée par ça, etc. Et sachant que j'ai la foi, va tourner Jésus, la Bible, etc. en dérision, toujours en riant, euh, comme si c'était une blague, comme si c'était juste sympa, etc. Alors qu'en fait, ça lui sortait vraiment par les yeux que je puisse faire des études à côté et pas lui. Lui avait beaucoup de difficultés d'ailleurs d'apprentissage, etc. Il disait qu'il avait un master italien, ça venait d'une école qui distribuait ce qu'ils appelaient à l'époque un master, mais c'était une école privée, il n'y avait pas de niveau, il n'y avait rien. Donc je pense pareil, il y avait une forme de jalousie quelque part qui fait que les gens veulent vous culpabiliser lorsque vous êtes vous-même, que vous faites quelque chose une chose dans laquelle vous vous sentez bien. Influence tes décisions, les études, le travail, les possessions. Alors, les possessions, c'est un sujet à l'heure actuelle, on est en plein dans l'inflation. Et hélas, j'ai rencontré des femmes euh, qui, après un divorce, après un veuvage, un deuil, se font parfois complètement dépouiller. Donc ça commence par je viens vivre chez toi, des personnes intrusives contrôlantes, je vais vivre avec toi, puis après tu vas vendre ton bien pour venir vivre chez moi, comme ça on aura de l'argent à dépenser, etc. Et puis bah, vous pouvez rien faire parce qu'il y a des gens qui sont sous emprise, il y a des femmes qui sont tellement malheureuses après un deuil parfois qu'elles peuvent tomber sous emprise de personnes contrôlantes. Et ça, je trouve que il faudrait quand même le dénoncer. Et moi, personnellement, quand j'ai un médecin qui m'envoie quelqu'un qui tombe comme ça sous emprise, eh ben, je rappelle le médecin, j'explique et le médecin voit avec les gens, des organismes compétents, euh, parfois même avec une assistante sociale, etc. C'est quelque chose que je ne laisse pas passer. Vous savez, les possessions, c'est pas forcément d'avoir un appartement, d'avoir une maison, etc. Ces personnes intrusives et contrôlantes, elles voient tout ce que vous avez. Quand j'étais jeune, euh, j'ai eu un premier petit copain qui était super sympa, qui vivait dans le quartier, bon, qui était plutôt assez cool, qui avait un très bon fond. Et puis après, j'ai été avec quelqu'un qui n'avait pas, selon moi et selon beaucoup de gens qui l'ont côtoyé, un bon fond. Il n'avait pas un bon fond et il a tout de suite vu ce qu'il y avait dans ma famille. Alors il a dit, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand tes parents seront morts, tu comptes garder telle maison, etc. Je ne le connaissais pas depuis 3 mois, qu'il était déjà en train de me dire ce que je ferais avec mon argent plus tard, ce que je ferais avec mes possessions, etc. etc. J'avais un chapi. Vous savez, le chapi, c'est des petites motos. Un chapi qu'on m'avait acheté lorsque j'étais jeune pour un anniversaire. On s'était cotisé, mon copain de l'époque, des parents, etc. J'étais toute jeune, j'avais 16 ans. S'était cotisé pour m'acheter un chapi d'occasion. Et un jour où j'étais en déplacement, où je suis allée voir mes parents pour quelques jours, il a vendu mon chapi. Il a vendu mon chapi euh, sur un magazine pour une bouchée de pain, alors qu'en plus c'était un objet de collection. Il a vendu ça pour
une bouchée de pain. Et il m'a dit, ah oui, mais c'est pour l'argent que tu me dois. Alors, il faut savoir qu'il divisait le prix de la baguette en deux, par exemple, hein. Donc, vous voyez, à ce moment-là, j'aurais dû, en fait, prendre mon sac, aller déposer plainte au commissariat, ce que je ferais à l'heure actuelle, et puis rayer cette personne de ma vie. Mais moi, j'étais jeune et j'étais naïve, désireuse d'être dans une relation de couple et de voir comment ça se passait. Eh bien, croyez-moi, avec lui, je l'ai vu et j'ai bien compris. J'en ai tiré des leçons, hein. C'est sûr, vous en retrouvez certaines dans mon livre, hein, ces leçons-là. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'avoir des biens, d'avoir des choses qui valent cher, même un simple chapitre. Pareil, il m'a fait échanger un appareil photo que j'avais, pareil, qui était un appareil photo de collection. Il me l'a fait échanger contre autre chose plutôt que d'acheter ou je ne sais quoi, encore pour enfin, des manières vraiment de radin. Euh, voilà, donc finalement, cette personne-là, je suis restée avec lui quelques années, mais il est arrivé à me déposséder d'à peu près tout ce que j'avais. Donc, et quand on s'est séparés, il a fallu financièrement, moi j'étais à mi-temps à l'époque, je commençais à peine à mon compte. Il a fallu que je me sépare de ma voiture pour pouvoir payer les charges, voilà, de me retrouver toute seule du jour au lendemain, etc. Mais lui m'avait tout pris, quoi, hein. Il m'avait tout pris, même jusqu'aux meubles qui étaient dans ma chambre de jeune fille. Lorsque j'avais 18 ans, avec lesquels j'étais partie, il a tout pris. Comme ça, il a fait venir un camion de déménagement, il a emmené tout. Donc, vous voyez, il y a des gens qui voilà, même vous n'avez rien, vous avez même un meuble Ikea ou je ne sais quoi, ils sont encore là pour venir vous voler ça. Donc attention, il y a des gens contrôlants et des gens qui abusent. Également, je vous raconte une anecdote sur cette personne que je ne citerai pas. Une petite anecdote, c'est que, eh ben oui, on payait un loyer donc à deux et moi c'était la fin de mes études, donc je commençais à avoir des petits boulots à travailler en même temps, je commençais à me mettre à mon compte et j'avais toujours un petit mi-temps pour assurer le minimum, hein, vital, en attendant voilà, de m'installer, de faire mon stage à l'installation. Vous savez qu'en France, c'est assez compliqué de s'installer. Donc voilà, pendant ce temps-là, il allait se plaindre auprès de mes parents. Et il disait, oh, je suis confus, oh non, non, je voulais pas vous parler de ça. Alors mes parents, qui sont gentils comme moi, disaient, mais non, mais vas-y, dis-nous, oui, je suis embêtée parce que Céline n'a pas payé sa part de loyer ce mois-ci. Alors que bon, j'allais le payer, j'étais toute jeune. Voilà, on pouvait imaginer quand même quand on est en couple, on essaye de s'entraider, de se soutenir, mais pas chez lui. Lui n'était pas comme ça. Donc mes parents lui disaient, ne t'inquiète pas, on va te faire un chèque. Donc il lui faisait un chèque. Je sais pas, je devais avoir 21 ans, 22 ans, quelque chose comme ça. Donc il faisait un chèque de la moitié du loyer. Et lui qui en fait avait un travail à temps plein et qui s'en sortait très bien, il prenait ce chèque et il était allé ouvrir un livret A pour mettre l'argent de mes parents, voilà l'argent qu'il allait pleurer, mine de rien, sans y toucher, j'ai envie de dire. Euh, Avec des pincettes, il allait voir mes parents pour avoir cette moitié de loyer par chèque. Il allait déposer ça. Et il a fait ça en fait jusqu'à ce qu'on se sépare. Donc en fait, au final, c'était une personne contrôlante, inintéressante, intrusive. Et en fait, on l'a enrichi, quoi. On a enrichi cette personne. Donc vous voyez, méfiance parce que même moi, j'avais rien personnellement, j'avais rien à moi, mais il arrivait encore à aller taper la famille, quoi. Donc vous voyez, méfiance. Il profite financièrement de toi et attention, ça ne se voit pas toujours tout de suite. Il influence tes décisions. Euh, il vise à te défaire de tes biens, de tes possessions, de certains centres d'intérêt car tu y trouves une forme d'épanouissement. La personne contrôlante ne veut pas que vous soyez épanoui. Elle veut vous isoler. Elle veut que vous soyez déprimé. Elle vous dévalorise pour vous faire croire que sans elle, vous n'êtes rien. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui agissent comme ça avec les femmes, des hommes toxiques. Il les critique. Oh, tu n'es pas si belle que ça. Tu n'es pas si intelligente que tu ne le crois, etc. Tu n'as pas tant d'amis, en fait, dis-moi. Des choses comme ça. Ce genre de réflexion dévalorisante. En fait,
il vous diminue pour se hausser par contraste. Et ça, bien entendu, c'est extrêmement mauvais. Vous ne pouvez pas rester avec une personne si la relation commence de cette façon, qu'elle commence comme ça. Alors, voilà pour Magali qui me dit mais ça va me mener à quoi cette relation? Bah écoute Magali, d'après tout ce que tu me dis, cela ne te mènera à rien. Cela éteint ton pouvoir, éteint ta souveraineté sur ton libre arbitre. Cela t'isole, cela te met dans un état de déprime, cela te met dans un état d'attente constante. Et cette personne s'est placée elle-même sur un piédestal et est en train de te dire tu ne me mérites pas, tu ne me vaux pas et tu devrais être très content d'être avec moi. Donc tu devrais faire tout ce que je veux en fait. Donc il y a un début d'emprise. Tu n'es plus toi-même et tu le dis. Le libre arbitre. Le libre arbitre, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, il y a énormément de femmes dans le monde qui n'en bénéficient pas. En France, on a la chance de pouvoir bénéficier de notre libre arbitre. Alors le pire qui peut vous arriver, les filles, les femmes, les épouses, etc., le pire qui puisse vous arriver, c'est de vous ôter vous-même ce libre arbitre que des millions de femmes à travers le monde réclament et dont elles rêvent. Vous vous l'avez, mais vous allez vous placer sous emprise d'un homme. Pourquoi? Pour avoir un semblant d'histoire d'amour, parce que probablement vous ne vous aimez pas assez pour pouvoir vous passer de cette relation. À un moment donné, vous savez, des fois, il faut être célibataire. Parce que quand on est célibataire, on peut également se découvrir, se dévoiler à soi-même et ce n'est vraiment pas une honte. Et j'aimerais vous redire que le libre arbitre est vraiment cette chose, cette valeur que vous ne devez pas laisser tomber, que vous ne devez pas céder à quelqu'un d'autre. Voilà, merci, bye bye.